Tac. Ouais, tac. C'est ça? Ouais. Ok. Euclios de Kuala Lumpur. Koala. Il tombe à pic au fond des. Il a, je sais pas moi, moins 120 mètres, moins. Et il tient combien de temps sous l'eau Je sais pas, 6, 7. C'est bien ça, Mal? Super haut. Bon, on commence par les petits, comme à Noël. Solar Kai, la prophétie du professeur. T'as comme un truc, tu vas décaler entre la texture de la chair et puis le dessin qui vient à l'extérieur. J'adore ce truc. J'adore. Celui-là s'appelle « L'amour, ce n'est pas pour les gens beaux ». C'est une phrase de Godard. Ça, c'est une image de magazine, mais où le crâne est légèrement étiré, ce qui lui rend un côté un peu monstrueux. Et puis les yeux sont pas du tout contrastés, donc ça fait qu'elle a un regard vitreux. Charlotte Rampling, tenue par William Eggleston, photographiée par Jürgen Teller. Combien de dessins? J'en ai fait peut-être 250, 300. J'en ai ramené 200 ici. Et là, on en a sélectionné 130, 140, je ne sais plus exactement. Ça parle des choses qui s'expriment quand tu ne parles pas. Quand tu rencontres quelqu'un, il y a une personne qui va te parler sans forcément qu'elle exprime des choses. Moi, je parle plutôt le malgré soi. Dont il parle Gauguin, j'essaie de trouver une vérité qui n'est pas celle que tu as envie d'exprimer. Tout à l'heure tu parlais du cyclope, et tu faisais un rapprochement avec un ami. Donc ma première série s'appelait Friends et effectivement je pense une bonne œuvre c'est comme un bon ami, ça. Tu l'aimes pas parce qu'elle te flatte ou tu l'aimes parce que pour sa vérité quoi, brute. Et dans cette expo-là, j'ai essayé de montrer l'état de la pensée tel qu'il est brut quoi. Donc quand je ferme les yeux, c'est toutes ces présences-là que j'ai autour de moi. Donc déjà c'est pour ça qu'on a repeint tous les murs en noir. Pour moi le noir, c'est ce qui est à l'origine. Il est tout autour. Il n'est pas. Le vide, il est central. Tu vois. Le vide est central et le chaos est central. On a fait une expérience. On a pris des gens qui dormaient. Et pendant qu'ils dormaient, dès qu'ils commençaient à rêver, il y avait une partie de leur cerveau qui commençait à s'activer. Et à ce moment-là, on les réveillait un tout petit peu pour les empêcher de rêver. Et après, ils continuent leur sommeil, mais sans rêve. Et au bout de 3 ou 4 jours, les gens devenaient fous, en fait. Donc en fait, tous les soirs, notre cerveau, il a besoin de
se libérer de la bienséance, du politiquement correct, d'une sorte de pression sociale, de politesse. Et donc en fait, ce chaos-là, ou cette forme erratique ou non hiérarchisée, elle existe chez tout le monde. Sauf que moi, j'ai fait un travail pour me reconnecter à cet espace de mon cerveau. Parce que c'est ce que je trouvais de plus pur et brut et vrai. Et je pense que pour tous les Asiatiques, c'est un combat qui est d'autant plus difficile. Parce que la culture asiatique, elle est dans le contrôle des émotions, le contrôle... il faut que les choses soient parfaites. Et j'avais jamais eu l'impression de faire un travail sur l'éducation vietnamienne, mais c'est vrai que dans mon approche, il y a beaucoup de choses que... en fait, un peu tout ce dont l'éducation vietnamienne évitait, quoi. Donc, parler des fantômes, les Vietnamiens ont très peur des fantômes, du doute, de la noirceur, de la laideur. La laideur, de manière plus universelle, c'est un gros tabou. Même si on ne fait pas partie d'une école de pensée artistique, la modernité en peinture a imprégné toute notre vision de ce qu'est la beauté et justement des questions de rupture. Toutes les nouvelles modes, même vestimentaires, le grunge, le rock, tout ce qui commençait à tomber, à être lâche, à être troué, c'était à chaque fois casser un code de nos parents, quoi. Donc à chaque fois, nous on a eu cette culture de la rupture qui est très occidentale et pas du tout asiatique. En Asie, il faut garder l'harmonie. Et donc là, en fait, c'est quand pour moi une pièce elle est finie, quand une expo elle est finie, c'est qu'elle est juste dans un point d'équilibre entre deux polarités, deux vérités contradictoires. Par exemple, cette exposition, elle est extrêmement dense, mais en même temps elle respire. Et chaque pièce a sa place. Si tu enlèves celle-ci, ça marche plus, quoi. Donc c'est un paradoxe parce qu'il y a beaucoup de violence et en même temps dans l'accrochage, pour moi, il y a une forme de douceur. Le noir, j'essaie qu'il soit pas apaisant, c'est un noir très mat qui absorbe la lumière. Donc il est plutôt pas reposant, mais il crée une forme d'intimité. À chaque fois que tu m'envoyais une image de ces peintures, par Skype et tout, j'étais épouvantée, j'étais effrayée. Je pense qu'il y a cette fois où voilà, c'est un moment très délicat, tu vois. Et là, quand je les vois accrochés, je trouve qu'il y a... Enfin, voilà, à chaque fois, tu as voulu poser chaque portrait pour qu'il soit sublimé au maximum et qu'il puisse s'incorporer avec les autres, tu vois, en harmonie avec les autres. Donc finalement, ce qui a été monstrueux individuellement, là dans l'ensemble, je trouve que c'est un espace qui est hyper paisible. Je le revois, mais ça me fait c'est vrai que ça me fait penser au fait qu'il soit préférable de pouvoir partager sa tristesse que de ne pas pouvoir partager son bonheur. Ouais, quand l'œuvre elle est un absolu, souvent elle devient chiante. Parce que c'est une idée, c'est tout en haut d'une conception. Et je pense que dans la pratique, cette expo c'est un peu pour moi une ode à la pratique, quoi, au moment présent. Quand je dessine,
c'est que des techniques sans repentir, donc je ne peux pas retourner en arrière. Si il y a une tache qui se forme ici, parce que là je suis gaucher, mon encrier il est à gauche, et j'amène mon pinceau ici, il y a 3 taches qui se forment, bah, elles sont irrémédiables, je ne peux pas la gommer, quoi. Donc tu dois accepter les choses telles qu'elles arrivent. Et ça met vachement de temps d'accepter ça. Que la perfection, ça ne soit pas les choses qui doivent s'adapter à notre idée. La perfection, c'est tel que les choses sont, quoi. Quand tu vois le dessin de quelqu'un, tu dis ah, tiens, est-ce qu'il dessine bien, est-ce qu'il dessine pas bien, est-ce que la courbe est bonne ou pas bonne, mais quand tu vois les courbes dessinées par un arbre, tu te demandes jamais si c'est bien dessiné ou pas dessiné. C'est comme ça, quoi. Enfin, moi, j'aimerais bien dessiner comme poussent les branches d'un arbre. Moi, je trouve que c'est logique d'avoir des contradictions dans sa pensée. Je trouve ça plus naturel que aplatir les contradictions pour que ça soit bien digeste pour le spectateur, comme un prêt-à-penser. Et du coup, c'est au regardeur de dire, d'aller chercher cette beauté-là, dans telles que les choses sont, quoi. Quand j'avais 10 ans, donc il y a 21 ans, j'ai dit je serais artiste. Et depuis ce jour-là, j'ai créé tous les jours. Presque, quasiment, pendant 21 ans. Et pendant 21 ans, j'ai cherché, j'ai essayé, tous les jours pendant 21 ans. En grand format, en petit format, au dessin, à la peinture, en photo, en scan, en performance, en vidéo, en crachant des flammes, en jouant aux échecs, en jonglant, en dansant, en essayant le hip-hop, le buto, la danse contemporaine. Et récemment les matchs d'impro au Vietnam avec une petite compagnie qui s'appelle les Impromptus. Et donc oui, c'est un long chemin. C'est un long chemin qui n'est pas fini, j'espère. Mais c'est un long chemin.